VOA Afrique. Tout un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide avec vous depuis New York. Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur le dernier massacre en date dans la ville congolaise de Béni avec cette question: pourquoi l'Est de la République démocratique du Congo est-il déchiré par plus de 20 ans de guerre ? Des habitants révoltés contre le pouvoir de Kinshasa après une énième tuerie de civils à Béni attribuée à des rebelles ougandais. L'opposition congolaise parle d'inaction coupable de l'État. Le gouvernement affirme que sa priorité est d'écraser ces terroristes fous. À quand la paix ? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. La tension est toujours palpable dans les rues de Béni au lendemain du deuil national de 3 jours décrété après le massacre de plusieurs civils samedi dernier dans cette ville congolaise. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins 3 morts hier. Mais ce jeudi, les autorités ont instauré un couvre-feu à Béni et Butembo. Et à Goma, il y a eu aujourd'hui une manifestation pacifique en solidarité avec les habitants de Béni, comme nous le rapporte notre correspondant Nick Lang. Et maintenant, retour sur les événements de ces derniers jours avec Eric Manirakiza. Un énième massacre à Béni en RDC. Les habitants de cette ville du Nord Kivu ne cachent pas leur colère. L'attaque a été attribué par le gouvernement et la MONUSCO aux rebelles ougandais ADF, forces démocratiques alliées présentes dans la région depuis 2 décennies. Depuis octobre 2014, près de 650 personnes ont été tuées, au moins 700 kidnappés ou portés disparus et plus d'1 millier de déplacés. Malgré la présence des forces de l'ONU, la violence persiste et les habitants sont remontés contre ces casques bleus souvent comparés à des touristes. À Kinshasa, le ministre de la Défense, Crispin Atama Tabé, avoue son impuissance à arrêter ces attaques. Je pense que la communauté internationale devra prendre conscience de la difficulté que nous avons. Ce dernier massacre a été perpétré 3 jours après la visite du président Kabila dans la région, qui a rencontré le Rwandais Paul Kagame à Gisenyi pour parler sécurité. Son premier ministre, Augustin Matata, s'est rendu mardi à Béni pour une visite éclair. Il a été hué par la foule. Le Nord Kivu abrite plusieurs groupes armés. Les rebelles ougandais depuis des décennies, les miliciens Maïmaï, les rebelles Hutus rwandais des FDLR, sans oublier les M23. Toutes ces factions ont semé la désolation dans la région. L'heure d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau, Jean-Victor Nkolo du bureau du conseiller spécial auprès du secrétaire général de l'ONU sur l'Afrique. Depuis Paris, Samuel Gembok, chercheur à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il s'intéresse notamment aux enjeux sécuritaires et de défense en Afrique. Et via Skype, de la Caroline du Nord, le politologue Georges Zongola, auteur de l'ouvrage intitulé « Faillite de la gouvernance et crise de la construction nationale au Congo-Kinshasa ». Mais cap d'emblée sur Béni pour retrouver notre confrère Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses, pour faire le point sur la situation. Je le joins tout à l'heure au téléphone. On l'écoute. Le calme est revenu. Assez timidement, les magasins, les échoppes, les bureaux ont ouvert, mais dans l'après-midi déjà, presque toute l'activité est revenue. Les gens circulent librement et normalement. Les terroristes, ils rôdent autour de la ville. Vous savez qu'ils sont ici depuis plus de 20 ans. Ils ont épousé dans la communauté congolaise. Ils ont des affaires ici, dont l'infiltration, elle est vraie. Voilà notre confrère Nikez. Professeur Zongola, notre confrère donc Nikez vient de le dire, les ADF ne sont plus intéressés vraiment à renverser le régime de l'Ougandais Yoweri Museveni, mais cherchent en revanche à instaurer un régime islamiste. C'est ça le gros danger qui guette cette région désormais ? Pas du tout. Les soi-disant ADF
n'existe plus en tant que groupe capable de commettre des genres de crimes que nous voyons à Béni depuis plusieurs mois. L'ADF a été pratiquement anéanti en 2014 par le général Bahoumou. Aujourd'hui, nous avons affaire à des infiltrés qui viennent de l'Ouganda et du Rwanda et qui ne sont pas de véritables ADF. Parce que si l'ADF a comme objectif l'instauration d'un régime islamiste en Ouganda, que font-ils pour tuer des gens à Béni? Pour quelles raisons? Et pour le gouvernement congolais, nous avons 25 000 troupes à Béni, dans le territoire de Béni. Il y a aussi la MONUSCO et la brigade spéciale de MONUSCO chargée de combattre les soi-disant forces négatives. Qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est qu'il y a des complices dans toute cette affaire. Et je crois que... Des questions que nous allons essayer de répondre, évidemment. Oui. Pardon? Alors, Samuel Ghenbok, une région théâtre de toutes sortes d'atrocités depuis près de 25 ans. FDLR, les deux guerres du Congo, la guerre du Kivu, le M23 de Bosco Ntaganda. Je sais que ce n'est pas évident de résumer cette tragédie sans fin, mais comment en est-on arrivé là, d'après vous? Oui, je pense que dans votre question, il y a beaucoup d'éléments de réponse. C'est une région qui a été très instable depuis des décennies. Aucun État de la région n'a été... J'ai un petit problème de sonore avec Samuel. Je ne sais pas si lui, il peut m'entendre, mais moi, je n'arrive pas à l'entendre. Oui, moi je vous entends parfaitement bien. On va essayer de régler ça. Alors cette partie, en fait, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Donc évidemment, ça dure depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui explique cela d'après vous? J'ai eu le privilège de travailler dans cette région du Congo au milieu des années 90, il y a donc longtemps. Et j'ai constaté sur le terrain qu'il y avait non seulement un brassage des peuples, un brassage des groupes, un brassage des langues, mais aussi que cette région du Congo devenait chaque jour le point de cristallisation d'une crise qui est économique, qui est politique, qui est militaire, qui est régionale. Et donc, je pense que nous en sommes arrivés là simplement parce qu'il est très difficile de régler un conflit si on applique simplement une solution militaire. La solution dans cette région du Congo n'est pas seulement militaire, elle est globale, elle sera régionale, elle sera nationale, elle sera militaire, mais aussi elle devra apporter les solutions politiques et les solutions civiles. Ceci dit, c'est peut-être des paroles, mais en réalité, on parle de la présence des Nations Unies dans cette région du Congo depuis longtemps, mais les Nations Unies sont au Congo depuis bien plus longtemps, dans tout le Congo depuis un demi-siècle, sinon plus. Ouais. Je pense qu'il va d'abord falloir que les Congolais eux-mêmes prennent conscience de la gravité de la situation. Ils sont les premiers à devoir faire la paix. Et dans ce sens, je pense qu'on peut déjà, dans un premier temps, présenter toutes nos condoléances à ces familles attristées, parce que véritablement, c'est le peuple de Béni qui est, dans un premier temps, victime de ce qui se passe. Retour à Samuel. Samuel, cette partie de la RD Congo est-elle également maudite de par les importantes richesses naturelles qu'elle regorge, richesses que se disputent ces nombreux groupes armés? Oui, il y a la question des richesses dont regorge la région, mais il y a un enchevêtrement de facteurs. Je pense que le précédent interlocuteur a pu préciser quelques points intéressants. C'est un problème qui est très complexe. Il y a les facteurs régionaux, il y a la question de la stabilité de l'État, il y a la question de l'expression de l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble de son territoire. C'est un défi majeur. Et donc, la particularité de la région de Béni, c'est que c'est une région déjà sur le plan géographique qui est difficilement accessible pour les forces militaires qui doivent intervenir pour apporter une riposte à cette menace. C'est d'abord une région qui est constituée de montagnes, une forêt particulièrement dense, un relief qui n'est pas du tout favorable à une intervention militaire importante, capable d'aller déloger ces forces. Il faut prendre en compte la porosité des frontières et l'absence d'une véritable collaboration entre les États de la région, puisque monsieur qui parlait tout à l'heure de l'interruption de la mise
en incapacité d'intervention des ADF. Je pense qu'il faut bien préciser que, effectivement, la MONUSCO, en collaboration avec l'armée congolaise, sont arrivés à réduire la capacité de nuisance des ADF. Simplement, cette action a été interrompue aussi en 2014. Et donc, les ADF ont dû se réfugier sur le territoire ougandais. Et là-bas, il y a aussi l'absence de la continuité ou le contenu stratégique apporté aux accords de paix qui ont été signés entre le M23 et le gouvernement. Il y a cette absence de collaboration avec les pays de la région, notamment l'Ouganda, qui pouvait aussi faire pression sur les ADF, sur son propre territoire. Il y a eu une recomposition de ce mouvement. Il y a cette porosité des frontières qui facilite aussi. Et là, je précise qu'il ne faut pas écarter une seule hypothèse, notamment sur les questions du terrorisme. On voit que la porosité des frontières aujourd'hui et la conquête territoriale des groupes armés terroristes est telle que partout où l'État est incapable d'assurer le contrôle de son territoire, il y a une résurgence, il y a un regain de violence terroriste. Et donc, il ne faut pas exclure une collaboration, une alliance entre les groupes armés terroristes. Oui, alors Jean-Victor, que dire de ce rapport de l'Université de New York, rédigé par un ancien expert de l'ONU, mettant également en cause certains éléments de l'armée congolaise? Et d'ailleurs, il y a des critiques également au sein des populations dans cette partie de la RD Congo. On entend les mêmes choses. Tout à fait. Les Nations Unies n'ont pas attendu le rapport de M. Jason Stearns, qui est un bon connaisseur de la région, pour... C'est lui qui dirige le groupe d'études sur le Congo. Tout à fait. Ouais. Les Nations Unies ont souvent, n'est-ce pas, sonné l'alarme sur cette question. Et des mesures très importantes ont parfois été prises, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan de la justice internationale, par rapport à tous les fauteurs de troubles qui se trouvent sous quelques drapeaux ou sous quelques uniformes militaires que ce soit, ou dans les très nombreux groupes qui maraudent dans la région. Je crois que ce qui est important, c'est que ce problème ne peut pas être résolu à partir d'un seul angle. Il y a évidemment l'angle des ressources premières, il y a l'angle politique, il y a l'angle national, je dirais même l'angle des nationalités, l'angle sous-régional, et c'est un conglomérat de complexité qui n'a pas commencé hier. Il va donc falloir que tout le monde s'assoie et que les accords qui sont entendus soient appliqués par tous. C'est important de comprendre que le Congo est un sous-continent et qu'on a beau être à Kinshasa avec les autorités nationales, mais c'est très loin. Quand moi j'y travaillais déjà dans les années 90, c'est une autre monnaie qui avait cours par rapport à la monnaie qui prévalait à Kinshasa, par exemple. Donc il y a des problèmes vraiment fondamentaux qui sont logistiques, militaires, stratégiques et économiques. Alors, face à cette situation, que fait le régime de Joseph Kabila, que l'opposition accuse d'inaction coupable? Salwa Jaafari a recueilli la réaction du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Il n'y a aucun pays où il y a une offensive terroriste contre les populations dans lesquelles les populations sont contentes. Même à New York, lorsqu'on tue des gens, je pense que les gens sont mécontents. Donc il ne faut pas essayer de faire semblant de stigmatiser la République démocratique du Congo. Le gouvernement est occupé maintenant à changer de stratégie pour s'adapter à la stratégie asymétrique de ces gens, et donc des unités d'élite, des unités spéciales qui sont déployées dans la région pour répondre à cette nouvelle forme d'offensive. Voilà, professeur Zangola, professeur, évidemment, vous êtes avec nous, donc vous avez entendu Lambert Mende. Le gouvernement est en train de faire pas mal d'efforts et même est en train de parler d'une nouvelle stratégie pour éliminer tous ces groupes et groupuscules dans cette partie de la RD Congo. Le problème majeur du Congo, c'est que nous n'avons pas un gouvernement légitime et un gouvernement capable de protéger la population. D'après les études d'un expert congolais, il y a 25 000 soldats congolais à Béni. Donc, ce qui fait un soldat pour 50 personnes. Comment est-ce qu'ils ne sont pas capables de protéger la population avec un tel rapport entre le nombre de soldats et le nombre de la population? Le problème, c'est quoi pour vous finalement? Oui. Alors, dites-nous en un mot, le problème, c'est quoi finalement? Le manque d'un gouvernement capable de remplir les fonctions d'un gouvernement. Donc vous êtes en train d'imputer toute la responsabilité au gouvernement? Absolument. C'est le gouvernement qui est responsable.
C'est un gouvernement Mais qui comme a également, Jean-Victor de l'ONU disait tout à l'heure, il y a également un gros travail à faire au sein de la population elle-même, parmi les Congolais, n'est-ce pas? Je dirais simplement que... Oui, la population est victime, mais tout de même, il faut reconnaître, moi quand j'y ai travaillé, il y a longtemps déjà, il y avait des groupuscules, il fallait véritablement une connaissance sociologique, une nomenclature infiniment précise pour savoir qui était qui. Simplement entre Goma par exemple et le lac Vert ou autour du lac du volcan Mugunga, le Nyiragongo. C'est une région tellement complexe. Je pense que on ne peut faire la paix qu'avec ceux qui veulent faire la paix. Cela dure longtemps et tous les gouvernements qui se sont succédés, pas seulement celui-ci, n'ont pas pu régler la question. Et nous aussi, les Nations Unies, nous sommes là-bas depuis longtemps. Donc il va falloir trouver des solutions qui impliquent tout le monde, la communauté internationale, le gouvernement, les peuples eux-mêmes qui se battent parfois pour des raisons qui devraient les rassembler plutôt que les obliger à s'entre-déchirer. Il y a aussi toute la question, bien évidemment, des ressources minérales. Il y a la question que ces ressources minérales sont parfois très demandées par l'étranger, parfois par l'Occident. Donc il faut voir la question dans sa plénitude, dans sa globalité, dans sa complexité. Cela ne veut pas dire que pointer du doigt une entité et que l'on accuserait volontiers est une solution. Non pas qu'il n'y ait pas de responsabilité, mais la question est véritablement globale. Elle doit donc avoir un début de solution globale. Samuel, partagez-vous cet avis? Un problème complexe qui doit impliquer tout le monde? Absolument, il faut clairement une approche globale, intégrée, participative. Il faut non seulement la participation de la population, mais je pense que sur ce plan, il y a eu quand même des efforts qui ont été mis en place. Je pense que le gouvernement provincial a pu mettre en place des comités provinciaux de sécurité. Il y a un dispositif militaire qui est en place. N'oublions pas aussi qu'il y a eu une baisse d'intensité de cette menace au cours de ces 2 dernières années. Malheureusement, il y a un regain de violence qui vient paralyser, semer la terreur au sein de la population. Le problème est complexe, bien évidemment. Il faut renforcer les dispositifs. Il faut non seulement renforcer la présence militaire dans la région, mais il faut aussi une bonne collaboration régionale. Je rappelle qu'aujourd'hui, puisque chaque État est frappé par la menace terroriste, donc il y a une forte concentration des dispositifs nationaux pour la sécurité intérieure, et donc personne n'est prêt à envoyer plus de renforts à cette population, malheureusement. Simplement, il faut une claire mobilisation, encore une fois, de la communauté internationale pour apporter un contenu à cette approche globale. On va revenir aux solutions un petit peu plus tout à l'heure, Samuel. Voilà, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette courte pause. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous.
ensemble. Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Coup de projecteur sur les conflits meurtriers dans le nord et le sud Kivu en RD Congo. D'emblée, 2 commentaires à Facebook. Youssouf Ouedraogo, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Les massacres récurrents dans le nord Kivu, sous le silence accablant de l'Union africaine, démontrent l'échec cuisant de Kinshasa, à qui profite la confusion sécuritaire. L'ONU doit revoir sa mission sur place, même si cela doit temporairement coûter la souveraineté congolaise. Le temps de régler cette situation chaotique. Je ne sais pas si tous les Congolais seraient d'accord avec ça, et peut-être tout à l'heure un commentaire de vous, Jean-Victor. Didier Serge Moussanga de Lubumbashi, parler du terrorisme est une excuse pour cacher son incompétence à procurer la paix. Il est en train de parler du gouvernement. Nous voulons la paix. Voilà ce qui justifie notre colère. Quelles peuvent être les solutions, justement? Depuis Goma, chef-lieu du Nord Kivu, Charlie Karezeka nous propose ce micro-trottoir. On s'étonne puisque nous avons plus de 150 militaires. Si on prenait au moins 10 000 militaires et les mettre là, ça serait fini. Ça va arriver même ici, dans la ville. Sinon, on ne prend pas garde. Nous demandons tout simplement à la communauté internationale de travailler, et à travers la MONUSCO, de travailler conjointement pour mettre fin au massacre qui continue à endeuiller la ville et la province du Nord Kivu. Il faut qu'on puisse un peu bien rémunérer les soldats qui sont là-bas et on puisse faire même la permutation. Et lorsqu'on fait la permutation comme ça, on donne un peu la motivation, on les encadre bien pour qu'on puisse avoir un peu une bonne solution. Vous voyez même un soldat qui est au front mais qui n'a pas de souliers, qui n'a pas, je ne sais pas, sa tenue. Et il fallait qu'on change d'ailleurs la tenue de là, parce que la majorité de ces rebelles vient avec nos tenues. Voilà un micro-trottoir réalisé par Charlie Kazereka. Et voilà, nous retrouvons nos invités. Jean-Victor Nkolo du bureau du conseiller spécial auprès du secrétaire général de l'ONU sur l'Afrique. Samuel Gembok, chercheur à l'IRIS, et le politologue Georges Zongola. Jean-Victor, alors on le disait tout à l'heure, cette guerre dans l'Est congolais engage donc depuis des années l'ONU et l'UA, l'Union africaine, sans oublier la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CRGL. Mais pas de solution jusqu'à maintenant. Donc, que peut et doit encore faire la communauté internationale pour établir la paix une bonne fois pour toutes dans cette partie de la RDC? Continuer à faire, mieux faire, avec encore plus de détermination, plus de moyens, un plus grand soutien du Conseil de sécurité, continuer à faire ce que nous avons fait depuis longtemps. Mais une fois de plus... Mais justement, est-ce qu'il y a ce soutien du Conseil de sécurité? Je m'excuse de vous interrompre. Le Conseil de sécurité a été très clair et très fort. Mais une fois de plus, partout où l'ONU est, il est facile, n'est-ce pas, de dire que c'est la faute de l'ONU, il faut que l'ONU fasse ceci et l'ONU fasse cela. Partout, du Cachemire au Kosovo, en passant par la Namibie, l'Angola, le Mozambique, partout où il y a eu des conflits, c'est d'abord et avant tout les membres de la même famille qui doivent faire la paix. L'ONU ne vient pas contre les gouvernements ou contre la souveraineté des pays. Nous y venons très souvent à l'invitation de ces gouvernements, de ces pays. Nous sommes là pour aider, mais nous n'avons pas une baguette magique pour faire la paix. Donc, dans le cas précis du Congo, l'ONU est là depuis très longtemps. Je vous rappelle que, par exemple, nous sommes encore en train de réouvrir les dossiers sur la mort de Daka Maskiold. Il y a très longtemps, il y a des décennies, aux confins du Congo. Donc, il faut véritablement responsabiliser le peuple, les gouvernements régionaux et la communauté internationale. C'est tous main dans la main. Ce n'est ni la faute d'une entité uniquement, ni la faute d'un gouvernement précisément, c'est véritablement l'affaire de tout le monde. Mais cela commence aussi par ce qu'il y a dans les cœurs et dans les têtes. C'est une région que je connais un peu et les inimitiés peuvent être très très profondes. Et on sait d'ailleurs que le prolongement du mandat de la MONUSCO a fait couler beaucoup d'encre. Mais Jean-Victor, je vous propose maintenant d'écouter Lambert Mende, ce qu'il avait à dire sur la présence de la MONUSCO en RD Congo. On l'écoute. Les Nations Unies appliquent les forces armées dans la logistique, mais nous ne percevons pas une solidarité de la communauté internationale. Nous avons bien sûr cette brigade internationale qui a été mise en place et qui a été fort utile dans la phase conventionnelle de cette guerre contre l'ADF ou contre FDLR, mais depuis lors, nous sommes passés de la phase conventionnelle à la phase asymétrique et nous ne sentons pas la solidarité de la communauté internationale.
Voilà, Lambert Mende au micro de Salwa Jafari. Alors, cette région du Kivu est frontalière avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie. Samuel Gembok, certains de ces pays voisins ont-ils une part de responsabilité? Doivent-ils faire davantage pour amener une paix durable dans cette région? Rapidement. Clairement, je pense que chaque pays pris individuellement a un intérêt à ce que la sécurité revienne dans cette région. Parce que de toutes les façons, si ces pays connaissent, notamment le Rwanda et l'Ouganda, une stabilité relative, il n'est pas exclu que le jour où ces pays traverseront des zones de turbulence, que ce qu'ils n'auront pas pu faire se retourne contre eux. Donc ils ont tout intérêt à ce que la stabilisation de cette région soit effective. Malheureusement, ce qu'on constate en ce moment, c'est que chacun est pris par les questions de sécurité intérieure et malheureusement, il n'y a pas d'expertise militaire plus prononcée, capable d'aller dans les forêts, une forêt extrêmement dense, où il va falloir aller traquer les groupes armés qui se réfugient dans ces forêts. Il est difficile d'accès, il n'y a pas de matériel nécessaire pour pouvoir le faire. Donc, ils ont une mobilité beaucoup plus grande. Et malheureusement encore, les Nations Unies qui sont sur place n'ont pas pour vocation d'aller les traquer aussi partout, puisqu'ils n'ont pas l'expertise nécessaire. Ils peuvent sécuriser les populations dans les localités facilement contrôlables, mais ils ne peuvent pas aller au-delà des lieux d'habitation des populations, malheureusement. Professeur Zongola, on l'a vu à Béni, cette situation est en train d'envenimer un climat politique déjà tendu à quelques mois de la fin du mandat de Joseph Kabila. Ces détracteurs, peut-être vous aussi parmi, parce qu'à vous entendre, vous semblez être un peu opposant du régime de Kinshasa. Alors, l'accuse d'être le véritable responsable de l'insécurité. Une alternance politique changera-t-elle la situation d'après vous? Absolument. Au moment où nous avons un gouvernement légitime, responsable, élu par le peuple et dans lequel le peuple se trouve, ce gouvernement sera en mesure de remplir ses fonctions régaliennes, entre autres le maintien de l'ordre et la sécurité et la sécurisation des vies et propriétés de nos populations. C'est ça que nous manquons pour le moment parce que nous n'avons pas un gouvernement responsable. C'est un gouvernement qui commet des crimes. Nous savons déjà qu'ils ont tué des manifestants pacifiques. Vous êtes responsable de vos propos, mais j'imaginerais que Lambert Mende ne serait pas du tout d'accord avec vous. Évidemment, on est là aussi, on doit faire l'avocat du diable, comme on dit. Donc, Jean-Victor ne peut que défendre son régime. Oui. Un régime qu'il connaît très bien, c'est un régime qui se dresse à l'argent, un régime extrêmement corrompu qui ne fait rien pour la population. Je voudrais simplement dire, je suis d'accord avec le professeur Zongola par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'engagement et les limites en réalité des Nations Unies. Quand le Conseil de sécurité adopte une résolution pour gérer un conflit quelque part, ce n'est pas une carte blanche pour faire tout et n'importe quoi avec des moyens illimités. C'est souvent très précis, c'est souvent très cartographié et il y a des alinéas tout à fait précis dans les résolutions. Je dois dire que je voudrais ici porter hommage à ceux des responsables des Nations Unies, des soldats, des travailleurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, qui ont parfois payé par leur vie, ont fait le sacrifice suprême au Congo. Nous sommes au Congo depuis longtemps et j'ai eu la grande tristesse et la responsabilité parfois de mettre des camarades dans des cercueils et de renvoyer leur corps à la maison. Et c'est un investissement important depuis des décennies où nous avons payé cher, la communauté internationale a investi en hommes, en femmes, en argent, en moyens et en logistique. Et ça, on ne peut l'ignorer. Voilà. L'ONU ne fera pas la paix à la place des Congolais. Samuel, rapidement, les politiques congolais eux-mêmes, pensez-vous très rapidement qu'ils ont la part de responsabilité dans tout ça? Ils ont la part de responsabilité dans la mesure où le processus de construction de l'État n'est pas abouti. Et donc, il est clair que la situation politique doit être très rapidement stabilisée, doter l'État des moyens opérationnels conséquents pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ces groupes armés rebelles. Voilà, ce sera le mot de la fin, Samuel. Voilà, merci à nos invités, merci à toute l'équipe et bien évidemment merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à New York. Take care.